Bonjour à tous, bienvenue dans notre session « Je suis archi mais je me soigne ». Salut Laurent. Bonjour Borémy. Dis-moi, quand je te montre ça te fait penser à quoi? Un projet sur lequel je suis arrivé, il y avait une équipe en place et je leur ai dit voilà, je vais intervenir en tant qu'architecte, je viens vous aider. Et dans les yeux des différents intervenants, j'ai compris que le terme architecte, ça ne résonnait pas. C'était des jeunes, hein, mais très très bons, mais je pense qu'ils avaient été rarement confrontés à un architecte. J'ai pris un coup de vieux. Ouais, en fait, Octo, historiquement, on est un cabinet de conseil en architecture et il faut savoir un truc, c'est qu'on fait de l'agile depuis 10 ans. Et ça fait 10 ans que l'architecte n'est pas vraiment dans la map. Donc c'est des discussions qu'on a eues. On a fait beaucoup de réunions d'architectes anonymes chez Octo et on voulait vous présenter deux choses déjà. Des constats qu'on a partagés, un peu comme celui-ci. Et aussi des petites astuces pour ajuster votre posture pour rester dans le coup. Alors, qui nous sommes, vite fait. Moi, Borémy Toche, ça fait 15 ans que je fais donc, du conseil en ESN. On va dire que je suis tombé dans la marmite du J2E quand c'était encore à la mode. Et aujourd'hui, j'ai un titre ronflant, mais en gros, je dis à mes clients que je suis architecte, c'est plus simple et ça va plus vite. Et toi, Laurent? Moi, c'est pareil, 20 ans dans les ESN. J'ai commencé avec du langage Java, ensuite j'ai fait un peu d'architecture applicative, et puis je me suis jeté dans le bain de l'architecture SI. Je vais être franc avec vous, très très tôt, j'ai eu ce souhait d'avoir le terme architecte posé sur ma carte de visite. Le jour où ça m'est arrivé, mais j'étais d'une très très grande fierté. Par contre, très rapidement, j'ai été un peu bousculé. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui. Le contexte professionnel est clairement en train de changer. Ces dernières années, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui gravitaient autour du monde de l'informatique et tout s'accélérait. Et nous, sur notre poste d'architecte, on s'est retrouvés franchement, comme dans l'image, bousculés. Ouais. Alors, premier constat. Les utilisateurs. Les utilisateurs, indéniablement, ces dernières années, c'est les utilisateurs qui sont revenus au centre de la réflexion, user-centric. Typiquement, peut-être qu'il faut réfléchir à l'arrivée de nouveaux outils, je pense par exemple à l'iPhone, qui a complètement modifié la relation à l'objet informatique et au logiciel en général. Ce qui fait qu'il nous a fallu, nous, en tant qu'architectes, tout d'un coup, se reposer la question des utilisateurs. Ce n'était plus le monde professionnel qui donne les règles d'usage d'une application, c'est plutôt le monde du grand public. Et tout ça, ça vient bousculer sérieusement, nous, notre propre interaction dans la construction des applications. Ouais, clairement. Et tu me disais, je crois, Borémy, on en discutait un jour, qu'au-delà de l'utilisateur, c'est la technologie qui a aussi bousculé. Oui, vrai, on peut pas, c'est l'éléphant dans la pièce, on ne peut pas l'ignorer. Effectivement, les solutions évoluent énormément. Il y a plein de choses qui nous paraissent acquises aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est assez récent quand même. Enfin, nous, par rapport à notre carrière professionnelle, ça fait un petit temps. Un exemple que j'aime bien prendre, moi, c'est Docker. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question, alors que Docker, on va dire la version 1, elle est sortie en 2013. Kubernetes, c'est 2015. Donc au rythme où certaines grosses entreprises avec de l'informatique au cœur, ça va vite. Peut-être très très vite. Nous, on a été biberonnés au Java, même tonton Java, il s'est mis au sport, dis donc. On avait 2-3 ans entre chaque release. Il y a eu un petit coup de mou entre la 6 et la 7. Et puis là, depuis, c'est 2 versions par an, quoi. Incroyable. Et puis, on en a vu aussi, hein. Vivre et mourir. Vous vous souvenez de Flex? Je me souviens même de Silverlight. Entre le moment où c'était une bonne idée et le moment où c'était une mauvaise idée, il s'est passé 7 ans. Tu imagines les entreprises qui avaient tout investi sur Silverlight? Ouais, Silverlight ou Flex, ouais, oui, on a vu des projets commencer avec Flex et puis de finir avec autre chose. Donc ouais, ça émerge, ça bouge énormément. Pareil, le cloud. J'avais regardé donc l'ouverture un moment symbolique du cloud en France, pour moi, c'était l'ouverture du data center AWS à Paris. C'est 2017, quoi. 2017. Ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans complets, un peu plus. Et oui, le temps que ça arrive et que ça bouge, on attend. Et du coup, les modes de développement, ils ont suivi. Les utilisateurs, ils sont impatients. La technologie va de plus en plus vite. Indéniablement, il nous a fallu réviser la façon de construire des applications. Nous avions historiquement ces jolis modes de projet dits en cycle en V ou waterfall. Et là, ces dernières années, est arrivé totalement l'agilité. Alors ça va s'expliquer, hein. Justement, la technologie permet d'aller beaucoup plus vite. Il n'y a plus besoin de provisionner des data centers pour héberger du matériel. Il suffit d'aller déclencher les services dans le cloud, c'est ce que tu disais. Mais ça va avoir totalement modifié l'approche même de réalisation d'un projet. Nous ne sommes plus orientés projet d'ailleurs, nous sommes orientés produit. Et l'agilité est bien axée sur l'utilisateur et le produit. Et là, nouvel impact. Oui, agilité, produit, en fait, il y a un
constat qu'on a vu en travaillant un petit peu là-dessus, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, l'équipe, c'est l'atome, c'est le composant principal de nos SI aujourd'hui. Startup Nation ou pas, hein. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de vocables qui tournent autour de l'équipe. La pizza team, la feature team, les microservices, tout. Et là, on vous a mis sur la présentation l'équipe type qu'on vend chez Octo. APO, un tech lead. Vous voyez l'archi? Non. Enfin, Voilà. moi, rarement en fait. Donc aujourd'hui, il n'y est pas. Et même l'architecture Decision Record, l'architecture dedans, c'est l'équipe qui le fait, c'est pas l'archi. Et souvent d'ailleurs, quand on parle d'architecture, on va parler d'architecture applicative et souvent c'est le tech lead Ouais, qui émerge. c'est ça. Et un peu moins l'architecte en tant que tel. Alors du coup, qu'est-ce qui nous reste un peu de tout ce qu'on avait quand on a commencé nos beaux schémas d'architecture à 10 ans, nos revues d'architecture, tu te souviens, les projets qui venaient et qui disaient « Ah, j'espère que j'ai bientôt respecté, s'il vous plaît, monsieur l'architecte ». On se mettait tous dans un comité avec la présentation de notre architecture, les solutions, les produits, la projection sur l'infrastructure. Et il y avait ce comité qui disait go ou no go. Ouais, Ça n'existe plus, enfin, on ne le vit plus pareil. Pareil, les projets que tu mettais 2 ans à cadrer. Voilà, le 2 temps que ans. tu commences, tout est obsolète. Je me souviens, moi, c'était des dossiers d'architecture. En fait, je me trouvais littéraire. J'en arrivais à produire des documents de plus de 200 pages. Une véritable histoire avec une début et une fin. Et on devait prendre du temps à l'écrire, à le lire, à le relire, à le corriger. Enfin, moi, j'en vois plus de ces documents de 200 ou 500 pages. Ah, ils n'étaient pas tous super utiles non plus. C'est vrai que ça tenait les meubles dans les bureaux. Et donc aujourd'hui, nous, on vous propose une thérapie en 3 postures. Parce qu'en fait, on s'est quand même adapté. Hein. On n'a pas passé notre temps à caler des meubles avec des dossiers d'archi. On est bousculé et il faut se revisiter. Clairement, là, Voilà. tel un ostéopathe, hein, lorsque ça commence à faire mal quelque part, il faut venir trouver la meilleure posture qui permet d'évoluer et d'avancer. Et donc on va vous proposer une première posture qui est la posture de la vigie. Exactement. Un architecte se doit de regarder au loin. C'est vrai, on vous parlait des pizza teams, les équipes qui sont orientées produits, sur des itérations qui sont assez courtes, hein, de l'ordre par exemple de 2 à 3 semaines, elles ont donc la tête dans le guidon. Ouais. Et il appartient à un moment d'avoir quand même un regard qui porte plus loin pour identifier ce qui va se passer. C'est la vigie. Alors par exemple, La première action, c'est de rester au courant de ce qui se passe, de ce qui est mis à disposition, de ce qui se construit, de ce qui est proposé par les éditeurs. Les architectes, ça a toujours été le cas. Toujours cette nécessité. Mais dans un monde qui va de plus en plus vite, avec des technologies, comme Borimi nous l'expliquait, des langages qui vont plus vite, des solutions qui sont mises à disposition, l'architecte se doit de se tenir au courant de ce qui se passe. Alors là, il n'y a pas moult solutions, hein. La première, c'est d'aller aux conférences. Okay, on est en période de pandémie, les conférences physiques, elles ne sont plus là. Mais la preuve en est, aujourd'hui on est à la DocConf, il y a des conférences qui sont digitales, numériques, et il faut y aller, il faut s'astreindre à se tenir au courant. Deuxième élément, la lecture, parce que même si on est dans un monde un peu plus rapide, il y a toujours cet acte de lecture, donc un minimum les blogs, hein, c'est une richesse d'informations gigantesque, et puis derrière les livres. Alors ça prend un peu plus de temps, on n'est plus tellement dans cette culture de se poser et de lire un livre, mais pour autant, il y a de très très bonnes publications qui émergent, il faut savoir les identifier. surtout pour moi, je pense que c'est un bon sujet pour les architectes, parce que justement, qu'ils s'inscrivent un peu dans, tu me disais, vigie, un peu le temps long. Souvent, la production de livres, c'est pas du billet événementiel, donc c'est aussi intéressant de se pencher. Prise de recul, prise de hauteur, voilà. Le deuxième point, c'est justement, une fois que j'ai ce savoir, on en fait quoi? Alors, le savoir, il faut le partager, il faut le diffuser, il faut le transmettre. Et là, un architecte, c'est ses rôles, clairement, une des postures de transmission de l'information. Il est allé... Enfin, moi, je vais dans les conférences comme toi, on va se renseigner, et pour autant, là où cette information prend de la valeur, c'est quand on la met à disposition des autres, des équipes, des décideurs, de tout intervenant autour du produit, de faire en sorte qu'on ait tous une vision partagée de ce qui se fait, de ce qui peut venir contribuer. Donc, il est nécessaire, fondamental qu'un architecte ait cette capacité de transmettre, de former quelque part tous les acteurs d'un produit. Ouais. Troisième aspect. Troisième, la vigie. Alors quand on parle de vigie, hein, historiquement, c'est cette personne en haut du mât sur un bateau pirate ou sur le Titanic et qui voit l'iceberg arriver. C'est aussi le rôle de l'architecte que de pouvoir regarder loin, d'identifier les risques qui vont arriver sur le produit. Ça peut être par exemple une évolution réglementaire ou une fonctionnalité vraiment bouleversante pour la structuration du produit. Et à ce moment-là, il faut que l'architecte soit en capacité d'identifier des scénarios qui vont venir pallier aux risques émergents. Et ces scénarios, ne peut-être pas être dans une position de prescripteur, mais plutôt de venir les proposer à l'équipe de mise en œuvre pour qu'elle puisse se les approprier, discuter, échanger et ainsi répondre à ce risque émergent. Donc merci, ça c'était pour la vigie, première posture. La deuxième posture qu'on vous propose, c'est celle d'ambassadeur.
Alors, on a pris une photo genre réception, réception, parce qu'effectivement, bon, pareil, ça se faisait à la bière avant, quand il n'y avait pas de confinement. Oui, c'est vrai. Là, c'est un peu plus délicat, aux bières ou n'importe quelle boisson alcoolisée, non alcoolisée, que vous partagez dans un moment de convivialité. Et en fait, dans l'ambassadeur, moi, le truc que je trouvais rigolo quand on a trouvé cette formulation, c'était, et du moins pertinent, c'était de l'aspect frontière. L'ambassadeur, c'est vraiment celui qui va se focaliser sur l'interaction entre les pays, et c'est ce que j'ai symbolisé là par les espèces de cibles jaunes là, c'est qu'en fait, on s'est dit tout à l'heure, l'équipe, elle est autonome, elle a une certaine liberté parce qu'elle doit aller vite, elle a la tête dans le guidon parce qu'elle a un but précis, elle a son produit et tout machin. Oui, mais du coup, la complexité entre les équipes, elle est où? Et pour moi, et pour nous, de la manière dont on l'a analysé, c'est que c'est là où on joue le rôle d'ambassadeur, c'est le terrain de jeu, c'est entre les équipes, et aussi entre les deux espèces de carrés que j'ai identifiés en bleu et en vert, là, c'est aussi la liaison entre deux entreprises. Alors, on parle de frontières, si on prend d'un point de vue un peu technique, la frontière, ça va être les interfaces. Et quand vous définissez un contrat d'interface, voilà, typiquement, ça se pose là. C'est pas un truc qu'on peut changer forcément tout le temps. Parfois, il faut un peu y réfléchir un petit peu, surtout quand vous êtes, je sais pas, un gouvernement qui veut proposer une interface. Là, ça se travaille. C'est un vrai travail de coordination, en fait, avec de transmettre l'information aux uns et aux autres, que tout le monde soit au même niveau, prenne des décisions éclairées. Ouais. En fait, il y a certaines choses qui dépassent le cadre d'une simple équipe, d'une simple organisation. Je pense à un autre truc, là, je mettais une cible entre 4 équipes. Typiquement, si tu as construit tout autour d'un vieux logiciel qu'il faut décommissionner, et tout le monde s'est greffé dessus, là, du coup, il va falloir un peu de coordination. Donc là, pareil, frontières, complexité, interaction entre les équipes, c'est là où, pour nous, l'architecte a une vraie valeur à jouer, une vraie carte à jouer. Et du coup, oui, on a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect humain. L'échange entre les équipes a vraiment ce besoin d'être fluidifié. C'est absolument essentiel. Et cette fluidification se fait, alors là pareil, on a pris l'image du policier qui fait un peu la circulation. Quelqu'un qui fait la circulation dans un carrefour, c'est uniquement au carrefour un peu couru, embouteillé, délicat, complexe. Vous n'allez pas l'envoyer au fin fond d'une zone résidentielle où il y a une voiture toutes les 10 minutes. Voilà. C'est un peu ça. C'est qu'en fait, il y a des endroits où il vaut mieux mettre un policier pour faire un petit peu la fluidification, et c'est exactement ce qu'on vous propose de faire au niveau des équipes elles-mêmes. Tu me parlais tout à l'heure de mon expérience, par exemple, sur cette application. Indéniablement, au début, les acteurs n'avaient pas spécialement compris quelle pouvait être la position de l'architecte, et c'est au fil des évolutions, lorsqu'il a fallu faire interagir différents systèmes, qu'ils ont compris que l'architecte était là pour fluidifier le transfert d'informations, faciliter les échanges, mettre tout le monde au même niveau. Et c'était très intéressant parce que ça pouvait aller au-delà de la dimension technologique, c'était aussi un facilitateur. Ouais. En fait, c'est très souvent ce qu'on constate sur nos projets agiles avec une certaine ampleur, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, l'architecte, l'évidence s'impose, mais il a dû arriver à ce niveau. Ça rend facile les choses simples. On a l'impression que c'était simple. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et le dernier point, c'est un peu lié à ça. Tu parlais de rendre les choses simples. Bon, on a utilisé le terme vulgariser ici, mais moi, j'aime bien dire que l'architecte, avant tout, il doit être communicant. L'architecte, il doit parler aux différentes personnes, aux différentes parties prenantes. Alors, il y a les équipes techniques qui font les choses, mais il y a aussi, ça peut être des décideurs, ça peut être peut-être des gens plus orientés métiers qui sont un peu loin de l'IT. Et donc, l'architecte doit avoir cette capacité, comme l'ambassadeur, de parler à tout le monde, de pouvoir bien présenter à tout le monde, d'expliquer le projet à tout le monde, d'être vraiment très polyvalent, d'être cette huile dans les rouages et ce relais dans tous les sens pour que chacun puisse s'approprier le système et de manière simple, peut-être des fois même simpliste, mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou avoir la bonne compréhension. Donc vraiment cette capacité à parler à tout le monde de tout, et des problèmes de tout le monde, c'est absolument essentiel dans ce rôle d'ambassadeur. Il est multilingue. Un petit peu, oui. Technique, décisionnel, économique. Il faut savoir parler un petit peu tous ces langages. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, moi, quand je suis arrivé chez Octo, je suis venu pour faire de l'architecture. Donc voilà, moi pas comme toi, je ne cherchais pas l'architecture, mais c'est juste que j'en avais marre de subir des trucs d'architecte. Donc je me suis dit, tiens, je vais être architecte, je vais essayer de faire mieux. Et chez Octo, on a toujours présenté, pour ceux qui nous connaissent, l'architecture comme un métier un peu global. On n'a pas fait notre taxonomie d'architecte, réseau, urbaniste, applicatif, machin. On a un architecte qui s'est parlé à tous ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est une espèce de poste un petit peu, comme tu disais, multilingue et très adaptable finalement. Troisième posture. Troisième posture. Le coach du système. Coach du système. Alors, on parle agilité, Scrum, Kanban, des choses comme ça. On parle aussi de coach, coach agile. On n'est pas dans ce cadre-là. Mais on s'aperçoit que le système, cette application, ces ensembles de briques technologiques, elles vivent elles aussi de plus en plus et quelque part, il faut les accompagner. Et comme on accompagne les individus, il va falloir accompagner ce système d'information, cette application, ce code source, cette infrastructure.
Et l'une des premières actions, c'est tout simplement d'accompagner l'équipe produit à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'ils vont être face à des orientations, des problématiques, et il faut les aider à se retrouver dans cette carte gigantesque du produit. Et on va les accompagner en tant qu'architecte à accompagner là aussi le produit. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est la notion de système socio-technique. On vous laisse vous renseigner un petit peu dans votre coin, mais l'idée c'est que le système, c'est pas juste le système informatique et les applications qui tournent, c'est très souvent profondément lié à l'équipe, à l'organisation que vous avez qui a produit ce logiciel, et c'est ça le vrai système. Moi j'avais vu dans une entreprise de logistique par exemple, le dernier bout, le dernier kilomètre, il était fait par des humains qui prenaient des décisions. Dans la voiture, voilà. C'est ça, et au final ils prenaient des décisions, tu vois. Et le système informatique du coup, était un bout de la réponse à tout ce système. Deuxième sur le coach du système ? Eh bien, c'est la notion d'architecture évolutive. D'ailleurs, on voit souvent maintenant en terminologie architecture émergente, design émergent. Quelque part, c'est casser un peu historiquement cette approche d'architecture équivalente au monde du bâtiment, où on construisait des fondations et ensuite on empilait dessus les étages tels sur un immeuble. On voit avec toutes ces évolutions technologiques, le cloud par exemple, le fait qu'il n'est plus nécessaire d'avoir les mêmes fondations que ce qu'on pouvait avoir avant. Et donc on est peut-être plus dans une analogie avec la nature, tel un arbre qui pousse au milieu tout simplement de la montagne et qui va se trouver confronté à un rocher, il va contourner le rocher pour continuer à grandir. Cette notion de mimétisme de la nature, on a même pu l'identifier avec l'utilisation d'un champignon. Des ingénieurs et des scientifiques se sont intéressés à l'évolution d'un champignon pour relier différents points d'alimentation pour le champignon. Et ils ont reconstruit la carte de Tokyo avec les centres de vie. Et ils ont laissé le champignon comme ça s'étaler sur cette carte de Tokyo. Et ils se sont aperçus qu'en fait, et c'est un élément très intéressant, c'est que le champignon avait relié les points de la façon la plus pertinente, pas spécialement la plus courte, mais la plus efficiente. C'était exactement la correspondance avec les lignes de métro de Tokyo qui sont réputées être la meilleure installation au monde. De là, on peut peut-être commencer à se poser les questions, non plus d'être des bâtisseurs, d'urbanistes, de grands chantiers immobiliers, mais peut-être plus des jardiniers du système, et d'accompagner, de faire évoluer, de le faire émerger, de le faire grandir, parce qu'il a son cycle de vie en fonction des contraintes qui vont se présenter à lui. Oui, effectivement, d'ailleurs, je crois qu'il y a une présentation un petit peu sur l'architecture dans l'agile à l'échelle dans cette conférence cette année, voilà, qui parle aussi de jardinage et d'adaptation. Donc, non, effectivement. Il y en a une autre aussi, je crois, sur l'architecture émergente et le machine learning. Le machine learning, voilà. On vous laisse aller voir un peu dans le détail, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on a cette idée qu'on n'est plus à l'époque des grands bâtisseurs, on faisait des plans et on suivait le plan. Là, on est plus dans un âge d'incertitude. On doit s'adapter aux contraintes de l'environnement et on le voit avec l'accélération des usages et des choses. C'est plus difficile de prévoir. Donc, du coup, les grands plans qu'il faut suivre à la lettre, ça devient plus compliqué. Troisième. Troisième. Et ça, c'est très important. Tout le monde dans l'équipe doit contribuer à cette notion d'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On l'a vu tout simplement ces derniers temps, une pandémie qui vient bousculer totalement la société. C'est exactement la même chose dans un système d'information, dans un produit. Il y a plein d'éléments qui peuvent apparaître et il faut que chacun ait ce sentiment d'humilité, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'erreur quelquefois et c'est de ces erreurs qu'on apprend. Et l'architecte, comme tout à chacun, doit veiller à ce qu'on soit dans l'acceptation de l'erreur. Et il faut soi-même être en capacité de se dire on n'a pas tout le temps raison, il faut pouvoir se faire challenger par les autres, accepter quelquefois de ne pas avoir les meilleures réponses, et tout ça aller vers the better way. Et c'est un élément extrêmement important de conserver cette humilité dans les équipes et de la diffuser, y contribuer en tant qu'architecte. Et c'est très lié à l'incertitude dont on parlait avant. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes sûr et vous n'avez jamais tort, du coup, comment vous gérez les contraintes et les aléas ? Donc c'est vraiment un état d'esprit et comme on parlait de communiquer, c'est essentiel que ça se retrouve dans la posture et la communication. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on aimerait vous laisser ? Plusieurs choses. La première chose, c'est ces fameuses 3 postures qu'on a résumées là, donc la vigie, l'ambassadeur, le coach du système. On les a détaillées sur certains points, mais en fait on trouve les analogies bonnes, donc on vous laisse un peu chercher. Voilà, c'est des astuces de posture, adaptez-vous, dites-vous est-ce que je suis plutôt là en mode je regarde loin, est-ce que là je suis vraiment en train de faciliter parce qu'il y a un problème très court terme, est-ce que je réfléchis au système dans son ensemble et à ses contraintes, du coup j'amène des choses, je ne regarde pas l'intérieur du système, c'est plutôt l'extérieur. Donc voilà, c'est 3 choses à doser, à adapter en fonction.
pour nous, c'est 3 bonnes postures qu'il y a à prendre pour faire en sorte qu'on reste à la fois utile et dans le coup. Parce que c'est bien quand même. On a autre chose à faire que classer nos petits papiers. Et en fait, si on va un petit peu plus loin, il y a la partie des choisir ses combats. Ces zones d'intervention, exactement. Ouais, on n'a pas tous exactement la même facilité dans la relation, dans les problématiques. Donc il faut se connaître soi-même et identifier si on est plus dans la partie interaction entre les équipes, si on est plus dans l'organisation en tant que telle, l'orientation stratégique. Enfin, il y a tout plein de sujets qui s'offrent à un architecte. Et plus on se connaît individuellement, plus on va être en facilité d'adresser certains points. Puis se donner un peu de temps pour aller apprendre sur les autres, pour grandir, pour élargir son domaine de compétences. Ouais, et puis de toute façon, l'architecte travaille rarement tout seul. Et même dans les grandes entreprises, il y a des équipes d'architectes où chacun a ses spécialités. Donc je pense que ça se trouve. Mais on a essayé néanmoins de vous cibler un peu les zones où on pense qu'il y a vraiment de la pertinence. Et c'est vraiment dans les zones de complexité, où il y a beaucoup de coordination à faire et où on peut avoir une vraie valeur ajoutée, comme un ambassadeur en fait. Ah oui, et puis non, il y avait l'autre point aussi que je voulais mentionner, c'était la partie optimum globaux. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va faire son optimum local, mais effectivement, à un moment, il faut faire une stratégie, par exemple. Oui, on ne veut pas avoir 90 stacks technologiques dans notre société pour des raisons de coût. Quelquefois, il faut rationaliser. Voilà. Voilà. Et du coup, ça, typiquement, c'est le terrain de jeu, ou du moins, c'est souvent la lettre de mission de l'architecte, qui du coup, va devoir un petit peu équilibrer la chèvre et le chou entre le local et le global. Ouais. Voilà, ça c'est du classique, mais ça fait du bien de le rappeler, et c'est toujours là où on reste très pertinent dans ces pizza teams et ces feature teams et tout ça. Et puis le dernier point, je pense le plus important, on parlait vraiment de posture, et là on est dans la posture de la communication, la manière d'être. Cultiver les fondamentaux de l'architecture, parce que je pense que, comme on disait, les livres, c'est des trucs c'est des fondamentaux. Alors, tout ce qui est innovation technique, ça bouge vite, mais les fondements, que ce soit l'architecture distribuée, les stratégies de réplication de données... les design patterns, ils sont là, ils existent, et il faut s'appuyer dessus, il faut les embrasser, il faut les maîtriser pour savoir les appliquer dans le meilleur des cas. Les réadapter dans votre contexte. Et puis vous avez aussi, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'architectes, vous avez quand même beaucoup d'expériences qui sont très salvatrices et très, très souvent appréciées, il faut avouer. Ça aide. Ouais. Ça aide. C'est vrai qu'au gré des années, on est tous confrontés à des icebergs qui viennent confronter un produit, et petit à petit, on commence à sentir quelle est la bonne pratique qu'il faut avoir, on identifie ce qui peut se passer, et indéniablement, l'expérience va contribuer à faciliter un petit peu cette posture d'architecte, parce que même si les technologies, si beaucoup de choses évoluent, on peut avoir un pressenti sur ce qui peut se passer. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à nous, quand on a commencé, le titre ne suffit plus, le titre ne fait plus rêver. Donc il faut regagner, si vous changez de contexte, il faut regagner une certaine légitimité et reprouver votre utilité. Mais c'est bien parce qu'il faut continuer à apprendre pour pouvoir appliquer ces principes qu'on a plus ou moins ancrés en nous, les réappliquer. Peut-être que, il y a aussi des changements qui font, il y a des choses qui bougent quand même. Et puis le dernier point qu'on voulait mettre, on le redit encore, c'est travailler votre communication. C'est le plus important parce qu'à la fin, l'architecte produit, mais bon, c'est pas son code qui va en prendre, enfin pas toujours. du coup, voilà. Donc du coup, la communication c'est très important parce que c'est le vecteur de ce que vous allez transmettre, envoyer, et c'est comme ça que vous influez sur le système. Et c'est vrai que moi, je m'aperçois, au tout début, on était beaucoup dans la communication écrite. Ça reste toujours, peut-être un peu plus schématisé à travers des supports de présentation, les slides et le PowerPoint par exemple, mais énormément de communication orale, formelle et informelle, au titre de l'ambassadeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose chez un architecte qu'il faut savoir développer, d'être en capacité de communiquer, de faire passer des messages, d'œuvrer, de disséminer, de planter des petites graines, de laisser pousser pour que petit à petit, en fait, aux différents intervenants, les différents stakeholders, les choses paraissent naturelles parce que tout simplement le chemin a été tranquillement construit à travers le travail permanent d'un architecte. Tu disais, et l'adaptation est évidente, il faut s'adapter à son auditoire. Justement, les dossiers de 500 pages, c'était peut-être un geste à une époque. Des fois, des schémas colorés bien faits, ça passe très bien. On va finir là. Écoutez, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on voulait vous partager ça. Voilà, c'est quelques postures. C'est quelques postures qui nous aident et qui continuent de nous aider au quotidien. Et on y travaille tous les jours. Sans cesse, on essaye de les améliorer. On y travaille. On vous a juste mis 2 pointeurs. Un bouquin plutôt sur l'organisation des équipes, Team Topologies, qui sort un petit peu de l'équipe et qui va voir un petit peu ce qui se passe aux alentours. Très, très intéressant. Le livre est sorti il n'y a pas longtemps et il y a une session qui vous en parle aussi cette année. Ça bouscule les esprits, c'est toujours bien. Voilà. Et l'autre que j'ai mis, ça c'est un truc un peu plus perso, c'est The Manager's Path par Camille Fournier,
qui du coup elle est passée de développeur jusqu'à CTO et qui parle un petit peu de... Alors c'est plus orienté management, hein, mais justement c'est comment aider, être légitime auprès des équipes. Pareil, le manager ne fait pas, il fait peut-être même moins que l'architecte, ça se discute, mais voilà, c'est comment rester crédible et légitime auprès des équipes, et je trouve la lecture très intéressante. Si vous cherchez un petit peu un rôle dans une organisation, ça peut être une source d'inspiration. Merci à tous. Merci à vous.